Alors je veux terminer quand même par dire quelques mots du médicament. Parce que en tant qu'oncologue médical, cancérologue, moi je passe ma vie à prescrire, essayer de développer des nouveaux médicaments, des médicaments innovants. Et je dois vous dire que, objectivement, il y a eu des progrès considérables dans ma spécialité. On a fait, dans le domaine du cancer, des avancées très très importantes. Donc des médicaments qui ont amélioré la vie des gens, que ce soit en quantité ou en qualité, on en a réellement vu l'émergence ces 20 dernières années. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est effectivement une explosion du prix des médicaments qui interroge beaucoup. D'abord, si on regarde les États-Unis, qui est un exemple très net de pays dans lequel la prise en charge des dépenses de santé des patients est largement très difficile. Il y a aux États-Unis plusieurs millions de personnes qui n'ont pas, malgré la loi Obama, qui n'ont pas de couverture maladie. Et pour ceux qui ont une couverture par leur assurance professionnelle, pour ceux qui ont une couverture, le reste à charge lorsqu'on est atteint d'un cancer, il représente jusqu'à 30 ou 40% du revenu annuel. Ce que l'on constate donc du fait de cette explosion du prix des médicaments du cancer, ou d'autres pathologies complexes, c'est aux États-Unis des endettements. Les gens s'endettent pour payer leur traitement. C'est la première cause de faillite civile, la faillite médicale, entre guillemets. Et les cancérologues américains ont décrit un effet secondaire des médicaments anticancéreux absolument incroyable, qui s'appelle la toxicité financière. On connaissait la toxicité hématologique, on connaissait la toxicité digestive, hein, les nausées, les vomissements. Ben maintenant, vous avez la toxicité financière des chimiothérapies. C'est quoi? C'est des gens qui se mettent effectivement en faillite, qui ne sont plus en mesure de payer leur traitement, et donc le cancérologue américain se dit, bien, attention, si je prescris tel médicament, à côté du risque cardiaque, hématologique ou digestif, je dois penser aussi au risque de le mettre en faillite. Et donc, il y a des millions d'Américains, dans la première puissance du monde, qui n'ont pas accès aux innovations dont je vous parlais. Alors, en Europe, et singulièrement en France, où, grâce à un certain Ambroise Croizat, notre système de protection sociale permet la prise en charge de ces innovations, de façon d'ailleurs assez rapide, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment concerné. Mais les systèmes de sécurité sociale sont mis sous tension par ces prix explosifs. Et nous avons réalisé à Marseille, il y a 2 ans, une étude sur une dizaine d'années en évaluant le prix des médicaments tel qu'il est accepté en France sur les nouveaux médicaments anticancéreux. Et on a constaté une augmentation de 50%. Il n'est pas rare, à l'heure actuelle, que des médicaments innovants du cancer coûtent 70 000, 80 000 euros par patient et par an. Et comme ces médicaments sont efficaces, eh bien on les utilise très longtemps, et tant mieux pour les malades. On a à l'heure actuelle des approches de thérapie très innovantes, qu'on appelle les thérapies cellulaires, dans lesquelles on est capable de modifier la génétique des cellules de l'immunité et d'entraîner des réponses immunes contre les cancers qui sont très impressionnantes. Les malades en bénéficient. Le prix demandé pour ces innovations est astronomique, stratosphérique. Novartis commercialise un médicament de ce type, c'est une perfusion pour un malade qui vaut 350 000 euros pour le malade. Donc, évidemment, tu le disais, est-ce que les coûts en recherche et développement de ces médicaments justifient ces prix? Ben, c'est l'objet d'une grande discussion. L'industrie nous dit oui, oui. Produire un médicament, mettre un médicament sur le marché, ça coûte 2 milliards. C'est ce qu'on nous dit. Sauf que, d'où viennent ces 2 milliards? Certains ont su que 2 milliards, il y avait le coût, et il y a certainement même le coût des médicaments qui ne sont pas allés jusqu'au bout.
on nous dit, mais c'est normal, vous comprenez, on lance plein de choses et puis il n'y en a qu'un petit nombre qui arrivent. Mais enfin, c'est quand même la seule industrie qui fait payer les échecs de développement. Le deuxième point, c'est qu'ils nous font payer aussi ce que les actionnaires auraient gagné s'ils avaient investi ailleurs. Ce qui est quand même une conception singulière des coûts de recherche et développement. Et puis, tu le disais, les quelques données disponibles mettent en évidence que, en fait, dans le coût d'un médicament, il y a effectivement 15 à 20% de recherche et développement, mais il y a en général 30% de coûts de marketing, de commercial. Donc tout ça fait penser que probablement ce qui pèse sur le prix du médicament, c'est plutôt ce que l'on reverse comme dividende aux actionnaires, dont la profitabilité est majeure. L'industrie pharmaceutique, c'est devant le numérique, c'est devant l'aérospatiale, c'est devant la finance, ou l'industrie du luxe. Donc les profits de l'industrie pharmaceutique, c'est une cause très vraisemblable de l'explosion du prix des médicaments. D'autant plus que, et ça c'est un scoop que je vous livre, la plupart des innovations dont je vous parle viennent de la recherche publique, dans les laboratoires publics, l'université, en France le CNRS ou l'INSERM. Et donc on paye deux fois. On paye parce qu'on a des établissements publics de recherche de qualité, et on repaye lorsqu'on nous fait payer soi-disant découvertes exceptionnelles, qui sont des... Enfin, je me suis, moi, comme médecin scientifique, félicité, et j'ai même eu une fierté humaine, lorsque, devant la pandémie, l'humanité était capable de mettre en place un vaccin en quelques mois. J'ai trouvé ça très... j'ai été très fier de ça. Mais ce n'est pas Pfizer qui a trouvé le vaccin. L'ARN messager, c'est d'abord une découverte de chercheurs français, et les développements qui ont conduit au concept de vaccin à ARN ont été faits dans des établissements publics. Aux États-Unis, le NIH, qui est financé largement par le gouvernement fédéral américain, est à l'origine du concept. Et Pfizer, qui n'a jamais fait de vaccin jusqu'à présent, a racheté une petite boîte allemande, BioNTech, qui a été largement financée par l'université allemande. Et donc, ce qu'on nous présente comme une avancée géniale de l'industrie pharmaceutique, c'est une avancée géniale du génie humain public. Et les gouvernements ont largement contribué au développement, parce que quand les essais ont été lancés, de ces vaccins, les gouvernements se sont engagés à travers des précommandes à payer des vaccins dont ils n'étaient pas encore certains de l'efficacité. Donc le risque justifiant les prix qui nous sont d'ailleurs imposés de façon tout à fait scandaleuse par Moderna et Pfizer, non, il n'y en avait aucun. Il n'en avait aucun. Et le modèle libéral qui s'est emparé de ces vaccins conduit quand même à ce que, à l'heure actuelle, moins de 12% de la population d'Afrique a eu accès aux vaccins. Et donc ça nous prépare les futurs variants des années à venir. Donc j'arrête là, c'est un exemple de la nécessité d'extraire cette activité profondément nécessaire à la réponse aux besoins de santé, qui est le médicament des griffes de la santé, du marché. Et donc la proposition que portent les communistes depuis longtemps, de pôle public du médicament, et qui est reprise par Fabien Roussel dans cette campagne, elle est proprement révolutionnaire. Il faut absolument s'en emparer. Je pense en effet qu'il faut nationaliser Sanofi, mais ce n'est pas le point le plus important, la nationalisation de Sanofi. Ce sera utile parce que c'est bien de ne pas partir de rien et d'avoir des capacités de production déjà fonctionnelles, l'expertise des salariés, hein, parce que c'est une industrie, hein, l'industrie pharmaceutique, je fais un aparté, c'est pas des grands malfaisants, hein, c'est une industrie capitaliste dont il faut enlever le capitalisme et garder évidemment la pharmacie. Et j'ai entendu, je fais un petit aparté, mais on a eu peut-être, avez-vous eu ce débat dans le camp progressiste de les vaccins, l'industrie pharmaceutique qui serait structurellement malfaisante, etc. C'est subtil, hein. Les gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, c'est des salariés, et ils ont une vraie activité. Donc la question, c'est de dégager cette activité des griffes de la loi du profit et de la rendre dans les mains
du peuple. Donc le pôle public du médicament, une industrie, une entreprise nationalisée et un système qui va permettre de partir de la préclinique, des découvertes qui sont déjà le fruit des établissements publics de recherche et qu'on va pouvoir mener vers le médicament en finalement se débarrassant des influences négatives, des exigences de profit qui sont faites par les actionnaires. Je pense qu'il y a aussi besoin, et c'est la proposition qui est faite dans cette campagne par Fabien Roussel, d'un Conseil national du médicament qui serait justement chargé de définir les priorités de développement avec les professionnels, avec les élus, de définir, de s'intéresser aussi dans le domaine de l'industrie pharmaceutique privée à ce qui est les coûts de production réels et ce qui relève de l'effort public, et donc mettre en place un tel pôle public dans la situation que nous connaissons de la pandémie, mais aussi des progrès thérapeutiques majeurs que nous avons vu émerger au début du XXe siècle, c'est une nécessité. Je voudrais terminer simplement par dire quelques mots sur le contexte général de cette campagne. La campagne, le thème, c'est les jours heureux. Bon, je pense qu'il a échappé à personne que c'était le programme du Conseil national de la résistance, les jours heureux. Moi, j'ai été toujours impressionné par cette capacité qu'ont eue des gens au cœur de la nuit de l'occupation nazie à élaborer un futur dans lequel le progrès social serait le plus avancé. Il fallait quand même avoir beaucoup de courage et de motivation pour imaginer ça au moment où ils l'ont imaginé. Et au premier plan de ce programme, il y avait évidemment le programme de sécurité sociale qui a été développé. Je pense qu'on est dans une situation qui, évidemment, toute proportion gardée, est un peu celle-là. On est dans une période qui ressemble à la nuit, et il faut pourtant qu'on rêve un futur différent. Et j'espère que la campagne que nous avons lancée cette année se terminera en nous donnant plus de force pour l'avenir. Voilà. Merci.